Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ERP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, bienvenue dans A PR of It, mon nom est Julien Brasseur. Je suis papa de 2 petites filles, j'ai une femme formidable et je travaille en agence de communication chez Voice, une agence qui fait du marketing de la conversation. Je suis en charge là d'un département de social PR. Ça fait 10 ans donc que je suis en agence de communication RP. Je travaille dans la communication depuis le début des années 2000. Je suis pas un fan des RP à la base en fait, c'est une passion qui est venue sur le tard. Entre guillemets, en tout cas j'avais fait des études pour plutôt gérer des institutions culturelles, faire de la communication culturelle, etc. Et par la force des choses, j'ai été amené à découvrir les RP et à leur pouvoir et véritablement tomber amoureux de ce métier. Et récemment, après, comme je le disais, 10 ans de travail en agence de communication RP, j'ai eu une pause dans ma carrière, 2 mois de repos forcé pour un problème de dos, où j'ai dû rester allongé très très longtemps. Pour un hyperactif comme moi, 2 mois c'est assez long. Et j'ai décidé de mettre ces 2 mois à profit pour réfléchir à mon métier. Et donc j'ai rempli beaucoup de mind map, beaucoup de carnets Evernote. Et j'ai réfléchi à des questions telles à quoi servent les RP, à quoi servent-elles dans le contexte de changement sociétal que l'on vit actuellement, qu'est-ce que la réputation, qu'est-ce que la confiance, comment est-ce qu'on mesure l'impact des RP. Et toutes ces questions fondamentales m'ont poussé, m'ont fait retomber amoureux de mon métier, clairement. J'avais retrouvé un petit peu la flamme et de me rendre compte notamment du pouvoir et des challenges que les RP allaient pouvoir apporter dans notre société. On va y revenir un peu plus tôt. Donc ce podcast va tendre de vouloir répondre aux questions. Qu'est-ce que sont les RP? Quels sont leurs rôles? Comment est-ce qu'on peut mesurer leur impact? Quels sont leurs rôles dans le changement sociétal? Et donc, je vous remercie beaucoup de nous suivre pour ce premier épisode. Donc, je vous invite à vous abonner via votre plateforme de podcast favori, de nous suivre via facebook.com/PROVITpodcast ou via Twitter, twitter.com/PROVIT. On va plonger tout de suite dans le sommaire. Merci déjà de votre écoute. Et allons-y. Au sommaire de ce premier numéro de A PR of It, la vidéo YouTube qui a déclenché ce podcast. On y revient dans quelques instants. Deuxième sujet, il en existe des milliers, je vous donnerai ma propre définition des PR. Troisième et sujet principal, les PR n'ont pas toujours très bonne réputation. La faute à qui? La faute à nous. Analyse des 7 péchés capitaux des PR. Durant mes 2 mois de réflexion, j'ai été confronté à une vidéo YouTube qui m'a profondément bouleversé. Elle s'intitulait Shared Value. C'était un TEDx présenté par Michael Porter, qui est un professeur de la Harvard Business School. Et j'avais déjà entendu parler du concept de Shared Value, mais je savais pas que ça allait me bouleverser à ce point-là. Le constat de Michael Porter, c'est que nous sommes tous conscients que nous sommes confrontés à des problèmes. Des problèmes environnementaux, le changement climatique, des problèmes de mobilité, des problèmes de pauvreté, des problèmes d'environnement. Le problème, c'est que nous déléguons la résolution de ces problèmes aux ONG et souvent aux institutions publiques, à l'État. Par contre, ces organisations sont régulièrement confrontées à des problèmes de financement et l'impact que ces organisations peuvent avoir sur ces problèmes est limité. On est tous conscients que, ils font ce qu'ils peuvent, mais que les problématiques n'évoluent pas toujours très favorablement. Et Michael Porter soulève le rôle que les entreprises peuvent jouer parce que les entreprises, grâce aux profits qu'elles peuvent générer, ont un pouvoir d'amplification.
to scale, comme il le dit. Le problème des ONG et de l'État, c'est que leur impact est limité parce qu'elles ne peuvent pas amplifier, augmenter l'impact de leurs actions, principalement à cause des problèmes de ressources. Et donc, Michael Porter pointe le pouvoir magique du profit. Lorsque vous produisez quelque chose, que vous le vendez avec un profit, vous avez la possibilité d'en produire plus et de maximiser vos profits à l'infini. Ce pouvoir magique du profit, Michael Porter dit qu'il peut être applicable aux problématiques sociétales. Si on adresse des problématiques sociétales avec un business plan, on peut avoir un impact positif qui est potentiellement amplifiable, maximisable. Et c'est ça la shared value, c'est adresser une problématique sociétale avec un business plan. Alors Michael Porter, il souligne une chose importante, il souligne en fait deux choses importantes pour que les entreprises puissent entrer dans cette démarche. Il y a deux conditions. La première, c'est qu'elles changent le regard qu'elles ont sur elles-mêmes, et que, la deuxième, que les stakeholders, les parties prenantes, changent le regard qu'elles ont sur ces sociétés. Et ces deux enjeux sont des enjeux de relations publiques. Et je devrais dire que ce constat et ces conditions que Michael Porter pose ont été véritablement une nouvelle motivation pour mon métier, parce que je pense que les relations publiques, la communication, le contenu peuvent aider à juguler ces deux défis. Et donc, modestement, ce podcast explorera des pistes de pouvoir, comment la communication et les relations publiques peuvent apporter leur petite pierre à l'édifice. Alors, je voudrais vous faire part de ma propre définition des RP. Les RP, c'est de créer des opportunités pour nos clients à travers leur contenu, en utilisant leur contenu. Elle est certes assez vague, mais elle a le mérite d'être plutôt courte. Et pour l'image de notre métier, les discours plutôt courts, c'est plutôt mieux. Alors, mes clients, par leur activité, par leur expertise, par leur expérience, génèrent des informations. Ils sont en prise directe avec le terrain. Et un journaliste ne fait rien d'autre que relater ce qui se passe sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. À une époque, je travaillais pour eBay. En analysant les transactions qui se font sur eBay, les recherches qui se font sur eBay, les achats qui se font sur eBay, eh bien, on peut déterminer certaines activités sur le site et la corréler avec la réalité. Typiquement, en période de forte chaleur, les piscines augmentaient. En période de Noël, on voyait des cadeaux détestés qui étaient remis en vente. eBay servait un petit peu de prisme pour analyser ce qui se passait dans notre société. C'est quelque chose qui intéressait beaucoup les journalistes. Et cette analogie d'être en prise avec la réalité, de dire, moi, de mon point de vue d'entreprise, je vois des choses que peut-être vous ne voyez pas, j'analyse des phénomènes que vous ne voyez pas, et bien ça peut créer de l'intérêt pour toute une catégorie de stakeholders. Il se trouve que moi je travaille principalement avec des journalistes, mais le fait de pouvoir approcher avec un journaliste, avec une information qui est directement tirée de mon expérience, peut justifier de mon expertise, peut amener ce qu'on appelle de la thought leadership, c'est-à-dire que dans mon domaine, j'observe et j'analyse des faits qui disent quelque chose sur notre société. Et je pense que dans notre société qui est bouleversée par toute une série de changements, on a besoin de repères, on a besoin de vision et on a besoin de gens qui sont capables d'analyser ce que nous traversons à quelque échelle que ce soit dans le milieu financier, dans le milieu pharmaceutique. On a tous besoin aujourd'hui d'informations analysées qui deviennent de l'intelligence dans le sens américain du terme. Et toutes ces informations peuvent nous intéresser à mieux appréhender notre monde et la manière dont il évolue. Et donc, je reviens à ma définition, créer des opportunités à partir de son activité, de ses contenus, me semble tout à fait intéressant dans le contexte actuel. Si on parle d'opportunités qui sont moins d'ordre médiatique, mais plutôt d'ordre business, je vais vous citer le cas d'un de nos clients, Caramigo, qui travaille dans le partage de véhicules entre particuliers, c'est le Airbnb de la voiture. Au moment de son lancement,
qu'Aramigo était confronté à la problématique de l'assurance, de faire assurer les locations de voitures entre particuliers. Et le simple fait d'avoir montré un reportage d'une initiative similaire à l'étranger à l'assureur avec lequel Caramigo était en discussion a permis d'immédiatement faire comprendre à l'assureur l'intérêt d'une solution Caramigo. Et la moitié du chemin était fait. L'assureur a tout de suite compris les enjeux auxquels Caramigo était confronté, et la discussion sur l'objet même de la relation peut démarrer dans un contexte où on se comprenait beaucoup mieux. Et je pense que ce type de bénéfice des relations publiques n'est pas assez mis en avant, notamment évidemment par des gens comme nous. Nous, les gens de RP, on ne valorise peut-être pas assez d'autres bénéfices que les bénéfices médiatiques que l'on génère pour nos clients. Encore une fois, c'est peut-être aussi notre rôle à nous, conseillers en communication, de déterminer quel type de bénéfice le client peut obtenir. On est beaucoup trop centralisé sur les bénéfices de ce qu'on appelle les vanity metrics, c'est-à-dire les impressions, le nombre de fois qu'un message a été vu, mais le type de ROI plus qualitatif peut aussi faire partie du briefing. Comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de réfléchir beaucoup récemment à mon métier et je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on déteste tellement les PR? Quand je dis on, c'est certainement plutôt les décideurs, les pros, les gens du marketing, les gens des startups, etc. C'est pas le complexe de Calimero ou du vilain petit canard, mais il faut bien constater qu'on perçoit parfois une réelle méfiance de la part de ces gens-là. On parlera de la méfiance que d'autres intervenants peuvent ressentir à l'égard des PR, je pense par exemple aux journalistes ou au grand public, mais ici on va s'attacher aux gens qui seront censés nous faire confiance et censés aussi être potentiellement des clients. Alors, je pense que c'est nécessaire de prendre un peu de temps pour analyser pourquoi est-ce que ces gens, ces décideurs, ces gens du marketing ont une certaine méfiance vis-à-vis des PR. D'autant plus que dans le contexte actuel du marketing, les plateformes explosent. Donc il faut, nous, les gens de PR, leur expliquer pourquoi est-ce qu'il vaut mieux investir dans des relations publiques que dans Facebook, ou dans du direct mailing ou du SEO, du SEA, qu'importe. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire preuve de pédagogie par rapport à notre métier, par rapport à ce qu'ils peuvent attendre, mais aussi, si l'on analyse les raisons de cette méfiance, il y a également, outre ce manque de pédagogie, un réel manque de transparence de la part de notre profession. Il faut bien pouvoir l'analyser. Alors, je vous propose de passer dans le vif du sujet et d'analyser ensemble les 7 péchés capitaux du PR. Alors, première cause, on promet trop. Bien souvent, au début d'une relation, on veut convaincre le client, on veut le séduire, et inévitablement, lorsqu'on séduit, le client a des attentes bien légitimes, il veut du résultat, il veut de la visibilité, en tout cas, si c'est ce qu'on lui a promis, il est en droit de l'attendre. Malheureusement, bien souvent, le cas, on entre dans une relation et les problèmes, ou en tout cas certaines difficultés peuvent survenir, manque de temps du client, manque de contenu intéressant, et la déception est au rendez-vous malheureusement. Et si les déceptions s'installent, la méfiance aussi. Alors, ça ce sont les effets. Voyons un petit peu ce qu'il y a au niveau des solutions. On n'insistera jamais assez sur l'importance de définir des buts, définir des targets, définir des attentes. Et là encore, il faut prendre le temps de s'attarder à la problématique du client, voir de quoi il a exactement besoin et de définir des objectifs mesurables en lien avec ses besoins. Et là encore, le client aura peut-être besoin d'entendre de nouvelles choses parce que
de son point de vue, il entendra les classiques visibilité, conversion, taux de clic, qui sont bien entendu des métriques légitimes. Mais si on parle de PR, à nous de faire un petit peu de preuve de pédagogie et de montrer qu'il y a des bénéfices des RP qui peuvent être plus qualitatifs, comme le fait d'être cité dans des médias d'influence, de rencontrer directement un journaliste influent, de rencontrer un influenceur influent. Faisons non seulement preuve de pédagogie en termes de résultats chiffrés, classiques, raisonnablement à atteindre, mais également utilisons aussi ce moment de briefing, de définition des targets pour être plus pédagogique sur quel type de résultats plus qualitatifs les RP permettent d'atteindre pour un client. Deuxième péché capital, qui est un petit peu l'antidote ou l'antidote extrême du premier, c'est que certains RP ne s'engagent pas. Ils ne s'engagent pas sur les résultats en disant « mais vous savez, nous on dépend du bon vouloir ou du temps des journalistes qui peut induire chez le client non seulement une part de déception, mais en tout cas se poser la question, mais si au fond on ne peut pas s'attendre à des résultats, à quoi ça sert d'investir tant de temps et tant de ressources dans des relations publiques? Alors, encore une fois, là, ici, il s'agit de revenir au briefing, de revenir aux objectifs, d'être plus pédagogique sur les objectifs qu'on va pouvoir atteindre ensemble. Et alors, si vous ne désirez pas nécessairement vous engager sur des résultats, faites preuve de pédagogie, parce que si vous voulez ne pas être tenu par des résultats, vous devez être tenu par une obligation de moyens. Et là, le moment du briefing est intéressant et indispensable pour pouvoir dire exactement quels moyens vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Troisième péché capital, celui-là c'est un des plus communs et un des plus dangereux selon moi, c'est que on ne nous comprend pas. On ne nous comprend pas pour toute une série de raisons. Une des grandes raisons, c'est pour être très sérieux, pour faire le malin, peut-être aussi pour séduire. On parle parfois comme des Jean-Claude Van Damme, et je suis le premier à le faire. Il n'y a pas si longtemps, je parlais de repurposing de contenu à un prospect, et je pense que j'ai manqué cruellement de pédagogie parce que le client n'était pas tout à fait prêt à attendre des techniques à ce stade. Donc, cette tendance à utiliser du jargon un peu trop ronflant a un peu cette tendance d'installer une relation top-down, moi consultant, toi client, qui d'une part génère des hautes attentes auprès du client en disant « il a l'air de savoir ce qu'il fait, faisons-lui confiance, mais tu n'auras pas ma confiance si tu ne me rapportes pas des résultats ». Donc ça, c'est un peu un effet pervers d'utiliser de la jargonite, c'est de créer une relation top-down, alors que vous auriez tout intérêt plutôt dans une relation RP à vous mettre dans un lien horizontal avec le client, de vous poser, de prendre du temps sur sa problématique, d'identifier les contenus intéressants avec lui et d'élaborer ensemble des stratégies de contenu permettant d'atteindre vos objectifs. Donc, je pense que le mot co-création est certainement un mot à la mode pour le moment, mais en tout cas, je pense que c'est un antidote à cette relation parfois néfaste de top-down consultant-client qui fait que quelque part, le client tend à déléguer un maximum à son consultant et à ne pas s'impliquer dans la relation. Or, dans les relations publiques, on dit parfois qu'il faut être deux pour danser le tango. On a besoin du client pour qu'il nous donne du contenu, des arguments intéressants pour pouvoir aller convaincre les stakeholders auxquels on va s'adresser. Réellement, je pense que la jargonite aiguë, c'est vraiment quelque chose à bannir, quitte à mettre 1 euro dans une tirelire à chaque fois que vous utilisez un mot en anglais incompréhensible pour le client. Je pense que ça, il faut à tout prix l'éviter. Donc, on ne nous comprend pas, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait exactement. Et là, encore une fois, investir du temps dans un briefing où vous poserez un maximum de questions pour prendre le temps sur la problématique, vous aurez
de facto beaucoup plus d'idées, vous serez beaucoup plus créatif pour aller mettre en place des stratégies et des tactiques plus efficaces. Et comme le client aura participé d'une certaine manière à l'élaboration de cette stratégie de contenu, d'identifier les contenus qui vont pouvoir être valorisés, il va avoir une vision plus claire de comment vous allez pouvoir les mettre en place. En tout cas, ce briefing devra être l'opportunité pour vous, conseiller en relations publiques, de transformer ce briefing en plan stratégique, en plan tactique, bien détaillé, bien pédagogique et surtout insister sur ce que vous allez pouvoir, que vous allez attendre de votre client à chaque étape de ce plan tactique. On ne nous comprend pas, mais également, parfois, on utilise des tactiques, justement, qui sont parfois un peu compliquées à mettre en place, comme les embargos, comme des primeurs donnés à certains journalistes, qui sont une manière, encore une fois, de générer de la visibilité d'une manière un petit peu artificielle, mais qui crée souvent, une fois sur deux, trop de complexité pour le client. Et donc je pense que cette notion de complexité et de manque de clarté peut être contrée par beaucoup plus de temps investi dans le briefing et dans la définition des objectifs et d'une stratégie et de tactique beaucoup plus claire pour le client. Quatrième péché capital, le manque de proactivité. C'est un petit peu corrélé à la relation top-down dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'une fois que vous êtes engagé par un client, le client s'attend à ce que vous lui simplifiez la vie, parce que si vous n'êtes pas proactif sur les délivrables que vous avez mis en place, le client aura légitimement la question à l'esprit « Mais enfin, pourquoi est-ce que je les paye ?» Alors, moi j'ai une solution, en tout cas une règle que j'essaye de m'appliquer au quotidien. Essayez toujours d'appeler votre client en premier. Si le client vous appelle en premier pour vous demander des comptes sur l'agenda des délivrables, c'est que vous êtes en retard sur vos deadlines. Et en ayant la main sur vos deadlines, en surveillant votre calendrier de délivrable ou calendrier, votre plan de communication de manière très suivie, vous garderez la main et vous serez beaucoup plus convaincant pour le client ou le patron qui attend de vous de la proactivité. Cinquième péché capital, on coûte cher. Et si on coûte cher, c'est les grandes attentes. Alors encore une fois ici, faites preuve de pédagogie. Dites en quoi vous allez passer votre temps, à quoi vous allez passer votre temps. Encore une fois, si une relation est bien installée avec le client en termes de briefing et de plan, le client saura exactement à quoi vous allez passer votre temps. Vous avez prévu de passer votre temps. Et si tout ce qui est prévu doit être rapporté, donc investissez aussi du temps dans le reporting des activités et du temps que ça a pris. Soyez attentifs au fait que si vous avez promis de vous engager sur une action, le client doit savoir quel est le résultat de cette action. Et si l'action n'a pas abouti à des résultats, quels sont les next steps ? C'est très très important. Moi j'ai toujours cette analogie de la balle qu'on lance en l'air et qui doit retomber. Si on dit qu'on va faire une initiative, qu'on va prendre contact avec un journaliste, avec un blogueur, qu'on va envoyer un communiqué de presse, etc., la balle doit retomber, ça signifie que le client doit savoir quels sont les effets que ça a produit et combien ça lui a rapporté et quels effets cela va produire. Donc la notion de coût des PR revient à définir la valeur des PR. Donc investissez dans tout ce qui peut prouver votre valeur. Sixième péché capital, on prend du temps au client. Alors, encore une fois, si vous êtes dans une relation où le client va devoir investir du temps pour vous donner des contenus, pour répondre aux questions des journalistes, inévitablement la question des grandes expectations qui arrivent. Excusez-moi mon anglais. Des grandes attentes. Le client, s'il investit du temps, il veut que ça lui rapporte. Alors, un truc important dans le début d'une relation avec un client ou un patron, surtout si le client n'a pas eu l'occasion de
de faire des RP, c'est d'anticiper sur le temps que va prendre le client dans la stratégie RP. Vous devez être clair sur le fait que vous allez avoir besoin de lui. Vous devez être clair sur le fait que, oui, une interview, d'abord il faut la préparer et puis il faut la réaliser. Donc, mettez-vous dans la peau du client et soyez le plus clair possible sur ce que vous attendez de lui en termes de temps. Et le temps investi en début d'une relation, sur le briefing, sur la problématique, sur qu'est-ce que vous allez faire exactement et comment ça se passe, surtout les relations presse, parce qu'encore une fois, il y a un manque de connaissance de la manière dont se passent les relations presse ou les relations publiques en général. C'est très très important de pouvoir définir en début de relation ce à quoi le client s'engage. Alors, troisième chose liée au temps, c'est soigner les détails. Soigner l'orthographe, soigner la présentation, utiliser les bons logos, parce que le client déteste investir du temps dans les détails. Donc si il vous donne un contenu, il s'attend à ce que le contenu, lorsqu'il lui est retransmis, soit presque parfait. Alors, les expériences récentes que j'ai pu vivre démontrent que c'est encore une fois la qualité du briefing qui déterminera la qualité du délivrable et la manière dont le client va le recevoir. Et donc, encore une fois, investissez dans la prise de briefing, dans la problématique, dans la définition des targets. Septième et dernier, mais cette liste n'est pas exhaustive, c'est la notion des contrôles des contacts. C'est quelque chose de aussi vieux, je pense, que les RP, c'est que nous voulons garder pour nous les coordonnées des journalistes parce que c'est notre valeur ajoutée. On ne veut pas trop que le client et le journaliste soient en contact l'un avec l'autre, en dehors sans que nous soyons présents dans la pièce, etc. C'est une attitude qui est tellement 20e siècle et tellement contrôle, on n'est plus du tout là-dedans. Parce que si vous instaurez, une fois qu'on pose la question de méfiance vis-à-vis du client et de la relation qui pourrait être entamée avec un ou une journaliste, parce que parce que le client a eu l'adresse email du journaliste, eh ben je pense que on grignote un petit peu la confiance qui s'installe entre vous et votre client, votre cliente. Donc, encore une fois, revenons au briefing, revenons à la définition des goals, des targets. C'est-à-dire que faites-lui comprendre qu'en début de relation, qu'à chaque fois que le client aura un moment face à face avec un journaliste ou avec un influenceur ou avec un stakeholder important, quelque part ce sera aussi grâce à votre travail et que ce contact est essentiel dans la construction de la relation du client avec ses stakeholders. Et au final, c'est ça notre métier, c'est exactement ça que l'on cherche à créer, c'est-à-dire une relation de confiance entre la marque et ses représentants et la société et les stakeholders. Donc si vous-même, vous ne faites pas confiance à votre client, si vous n'êtes pas dans une démarche pédagogique, transparente, mais aussi, oui, encore une fois, pédagogique, de lui faire prendre conscience que le contact avec un journaliste ou un influenceur est déterminant dans votre valeur ajoutée, eh bien, je pense que vous grignotez un petit peu ce capital confiance que vous installez à votre client. Donc, pour résumer, soyez pédagogique, soyez transparent, faites du reporting sur ce que vous établissez comme action et comme résultat, mais investissez surtout du temps dans le briefing, dans la définition des objectifs, dans la définition de la stratégie. Définissez en quoi le client va devoir s'investir dans une relation et je suis certain que cela va pouvoir vous instaurer un climat de confiance entre vous et votre client et que le client sera plus rassuré sur ce qu'il est en droit d'attendre de vous. Merci.
C'était le premier épisode de PR 8. Merci infiniment de votre écoute. On se retrouve dans 15 jours pour parler fake news. C'était le Belgium PR Summit. J'ai pu y assister et croyez-moi, les gens qui y participaient, les annonceurs, les agences, les journalistes, c'est un sujet qui fait vraiment débat. Pour aborder ce sujet, je recevrai Mateusz Kukulka, journaliste et blogueur, et j'ai pu tendre mon micro à Alain Gerlache et Nicolas Van der Biest qui participaient également à la conférence. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Entre-temps, si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous via facebook.com/upr8podcast ou via twitter.com/upr8. Vous pouvez aussi nous dire que vous nous aimez à travers des étoiles sur iTunes. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de PR 8.